face aux grandes gueules. Il s'agit de Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme. Bonjour. Vous n'avez pas de regrets? Non, bon, enfin ça m'arrive de temps en temps, mais pas vraiment politique. Parce que vous auriez pu censurer François Bayrou depuis des mois? Non, pas du tout, parce que ça n'aurait rien changé, puisque même un gouvernement technique ou même M. Bayrou qui aurait géré les affaires courantes aurait présenté la même chose. D'ailleurs, M. Barnier, l'année dernière, avait présenté le budget qu'avait préparé M. Attal. Donc ça, c'était encore une fumisterie. J'aurais aimé provoquer une dissolution par une censure, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et là, vous allez la provoquer à l'automne prochain? Oui, le contexte est un peu différent, c'est-à-dire que M. Macron peut dissoudre, mais surtout, là, on a un projet, si vous voulez, sur table, qu'on peut arrêter. Parce que la censure sur la non-réforme des retraites n'aurait pas rétabli la retraite à 62 ans. Ça, c'était une fumisterie de certains qui voulaient s'acheter une bonne conscience. Là, on peut bloquer un mauvais budget pour la France. Mauvais budget parce qu'il est injuste, mais surtout parce qu'il est aussi toxique économiquement. Pourquoi? C'est-à-dire que les mesures qui sont proposées ne vont pas rétablir les comptes publics. Ça va provoquer, ou en tout cas nous mettre dans une situation proche de la récession. Il y a l'OFCE, qui est un centre de réflexion économique, qui a estimé la perte à 1 point de PIB des mesures récessives que veut prendre Monsieur Bayrou. Pourquoi? Parce que taper sur les classes populaires et moyennes, foutre la trouille aux acteurs économiques, continuer à augmenter les impôts et à faire très peu de dépenses structurelles, pour 1 euro de réduction de la dépense structurelle, il va y avoir 20 euros d'impôts, prélèvements et de spoliations diverses. Les dépenses continuent à augmenter, parce que ça, on l'a découvert hier en commission finances. En fait, les dépenses vont continuer à augmenter de 29 milliards d'euros. Oui, on est quasiment à 30 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Donc finalement, on dit qu'on va faire des économies, mais on continue à dépenser plus. Mais pour les acteurs économiques, pour les familles, tout simplement, ils entendent des injonctions contradictoires en permanence. On leur dit on va faire des économies, le lendemain ils entendent bah non, on fait plus de dépenses. Donc tout le monde est paumé. Les gens qui peuvent se le permettre épargnent parce qu'ils ont peur de se faire plumer, ce en quoi malheureusement ils n'ont pas tort. Et donc l'économie s'affaiblit. On n'investit pas, ils ont peur de l'avenir. Donc tout ça n'a aucun sens. Et surtout, on ne touche pas à cet État obèse, à cette surréglementation de partout, à ces codes qui ont créé des normes qui ne servent à rien. Et pourtant, François Bayrou a dit qu'elle allait revoir les normes, qu'il allait revoir les agences de l'État, peut-être en supprimer quelques-unes. Écoutez, on jugera sur pièce, mais ça fait... Voilà, ça fait, comment dire, M. Macron avait été élu sur ce programme de simplification de la vie économique. Et depuis qu'il a été élu, que ce soit le code de l'immobilier, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, le code des marchés publics, alors là c'est le pompon, tout ça s'est alourdi sans aucun service pour les gens. Parce que si on crée des normes utiles pour la sécurité, pour la sûreté, pour un environnement de qualité, pourquoi pas? Mais c'est pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de normes que plus personne ne comprend rien, vous êtes maire, vous êtes maîtresse d'école, vous êtes infirmière, vous êtes fonctionnaire à la préfecture, vous êtes entrepreneur, vous ne savez plus à qui vous adresser et vous êtes paralysé dans votre action. Donc vraiment aujourd'hui il y a une espèce de convergence des luttes, paradoxalement, de tous ceux qui veulent être utiles à la population et qui sont tous paralysés par cette bureaucratie qui coûte cher, mais qui surtout, je ne sais pas comment vous dire, qui ruine les énergies, qui ruine les initiatives, et donc ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie, ils s'en vont. Un quart de l'effort budgétaire demandé repose sur des hausses d'impôts. C'est Charles de Courson qui dit ça. Vous êtes d'accord avec ce constat? Je suis parfaitement d'accord avec lui. Je l'ai dit aussi sur mes propres analyses. Donc, mais même M. Coquerel, vous savez, qui est président de la commission des finances, qui est insoumis, moi je ne fais pas dans le sectarisme. On fait tous les trois la même analyse en ayant des forces politiques très différentes. Parce qu'on essaie de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc moi, immédiatement, j'ai informé Marine Le Pen et Jordan Bardella pendant la conférence de M. Bayrou que ce n'était pas des économies. Et moi, j'invite vraiment les journalistes, les commentateurs, à ne pas reprendre cet élément de langage de M. Bayrou, qui est un mensonge. Ce n'est pas des économies. Il n'y a pas d'économie. Il y a 1,8 milliard d'économies qu'ils appellent structurelles. En fait, c'est la réforme de l'assurance chômage. Donc, ce n'est même pas des économies sur le train de vie de l'État. Mais si, quand on dit, par exemple, on ne va pas remplacer un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite, on fait des économies. Oui, alors c'est 3000 fonctionnaires et j'attends de voir où ce sera. Mais c'est très peu. Et puis, si vous voulez, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est pas quand on dit il y a 3000 fonctionnaires de trop, vous vous rendez compte quand même la violence pour les personnes qui travaillent, qui font leur métier. On a l'impression qu'ils sont inutiles. C'est pas le problème des fonctionnaires, c'est organiser les fonctions. Et c'est pas de la démagogie ce que je dis, c'est qu'il faut que l'État arrête de toujours mettre la responsabilité sur ceux qui exécutent ses ordres. Oui, mais enfin on embauche chaque année une vingtaine ou 30 000 fonctionnaires. C'est pas ce que je dis, monsieur. Je dis qu'il faut que l'État se réforme lui-même, qu'il pense aux fonctions, quelles missions il faut remplir, comment il faut les remplir, avec qui il faut les remplir. Mais au final, est-ce qu'il faut plus ou moins de fonctionnaires? Et là, on verra. Est-ce qu'il faut plus ou moins de fonctionnaires? Parce que vous n'êtes pas très clair au Rassemblement national sur cette question. Si on est clair, le raisonnement, ça ne doit pas être celui-là. Ça doit être l'État doit penser. D'accord, j'ai bien compris, mais au final, ça fera plus ou moins de fonctionnaires? Au final, ça fait moins de fonctionnaires. D'accord. Mais sauf que le raisonnement, excusez-moi, le respect pour les personnes, c'est important dans la vie. C'est pas le même. C'est dire c'est l'État qui doit repenser son action. Donc il faut redéfinir les missions de l'État. Par exemple, le nombre de collectivités territoriales
Nous, on est pour supprimer 2 strates. Il y a des fonctionnaires qui travaillent dedans, mais c'est pas eux qu'on choisit. Quelle strate vous supprimez? L'intercommunalité et la grande région. C'est pas les fonctionnaires qui ont choisi d'être mis à ces places-là, donc c'est pas de leur faute. C'est des gens qui ont choisi ça. Que c'était de leur faute. Mais si, mais bien sûr que si. Quand on écoute un certain nombre de dirigeants politiques, c'est la faute des fonctionnaires qui sont fainéants, ils sont trop nombreux, tatati tatata. C'est pas le cas. C'est l'organisation de l'État qui pose problème. Oui, et si on réfléchit pas comme ça, mais comme un chef d'entreprise, si un chef d'entreprise il dit à ses employés, vous êtes des bons à rien, c'est votre faute si l'entreprise fonctionne pas. Vous croyez que l'entreprise elle ira mieux? Non, c'est au chef d'entreprise, à l'entrepreneur, à la personne qui est en responsabilité, qui est quand même payée avec un meilleur salaire pour être en responsabilité d'ailleurs, d'assumer ses choix. Et puis s'ils ne sont pas capables, ils dégagent. Mourad Boudjelal, Flora Gebali, Didier Giraud. Mourad. Moi, il y a une de vos idées de départ que vous avez abandonnées et qui aujourd'hui me semble mériter la réflexion, c'est la perte de notre souveraineté. C'est quand même difficile puisqu'on a perdu notre souveraineté. Aujourd'hui, on parlait de normes. Je pense que les plus grandes, elles viennent de Bruxelles. Les normes européennes, on a perdu notre monnaie. On a perdu notre liberté d'action. Aujourd'hui, je veux dire, un président de la République, un Premier ministre est un représentant de Bruxelles, quelque part, pour moi, puisque tout se décide par des gens pour qui on n'a pas voté, en plus, souvent là-haut. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il faudrait avoir, même si ça peut choquer, cette réflexion de savoir si, finalement, cette appartenance à l'Europe ne nous fait pas du mal aujourd'hui? Ah mais c'est sûr que cette appartenance à l'Europe nous fait beaucoup de mal. Malheureusement, nous avions alerté des gens plus brillants que moi avant moi, Philippe Séguin, Jean-Pierre Chevènement, Charles Pasqua, tous ces gens avaient alerté les Françaises et les Français. Mais la situation, elle est comme ça, c'est-à-dire qu'avec 3 300 milliards d'euros de dette, dont plus de la moitié, malheureusement, est détenue par des intérêts étrangers, en particulier américains, il faut bien le dire, la France n'a plus sa souveraineté. Et donc, comment dire, le rétablissement de l'économie, c'est pour rendre du pouvoir d'achat des gens, mais c'est aussi, comme le voulait le général de Gaulle, pour que la France soit indépendante. La dernière fois qu'il y a eu le rétablissement des finances publiques, c'était le plan Pinay-Rueff du général de Gaulle. C'était un plan d'effort, mais d'effort utile pour que la France soit libre et qu'elle soit puissante économiquement, avec des réformes sociales, parce que dans ce plan, par exemple, c'est là où est né l'intéressement et la participation pour les gens. Donc il est très possible de faire des plans de redressement, de souveraineté, vous avez raison, monsieur, de retour de notre souveraineté, qui ne soit pas forcément un coup de matraque sur les gens, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire, on a l'impression que toute réforme de l'État doit forcément être pénitentielle, doit être une punition qu'il faudrait payer, qu'il faudrait souffrir. Non, comment dire, on peut libérer les énergies, on peut faire des efforts qui, à la fin, fassent gagner de l'intérêt aux gens. Ouais, enfin, tous les pays autour de... Libérer les énergies, c'était le slogan d'Emmanuel Macron, vaguement, en 2017. On voit 10 ans après que ça n'a pas très bien marché. C'est quoi vos idées principales pour réduire la dette? C'est quoi la recette alors? C'est quoi la recette RN? Parce qu'on vous entend critiquer, mais on vous entend pas trop proposer. Oh bah si, je pense que j'ai donné un certain nombre de pistes là, mais si vous voulez, il faut déjà reprendre le contrôle de l'immigration, faire la différence. Quel rapport entre le budget et l'immigration? Si vous voulez, quand vous avez 500 000 personnes qui rentrent dans notre pays par an, plus les clandestins, forcément, ça pèse sur les services publics. C'est pas un vrai chiffre, parce qu'il y a par exemple des étudiants qui restent 6 mois ça coûte, il reste rarement 6 mois un étudiant, mais ça coûte aussi des étudiants, madame. Ou des Erasmus. Très bon exemple que vous avez donné, il y avait une réforme qui avait été votée pour que les étudiants paient des droits d'entrée à l'université, ça a été voté par les gouvernements, et c'est pas appliqué par les présidents d'université qui ont décidé de pas le faire. On change de sujet là. C'est vous qui avez parlé des je veux bien que la copie de Bayrou soit pas la bonne, mais vous, la vôtre, c'est de on peut faire des économies sur l'immigration. Quel rapport? Il y a des métiers en tension qui n'arrivent pas à recruter. Non, il y a 5 millions de chômeurs, et dans la Somme, moi je peux vous dire que je reçois des gens qui aimeraient bien travailler, mais quand vous êtes en concurrence avec un pauvre monsieur, une pauvre femme qui accepte des conditions de travail indignes parce qu'elle est clandestin, vous pouvez pas lutter quand vous êtes un honnête Français, une honnête Français qui veut travailler. On peut pas lutter avec la concurrence des clandestins qui sont exploités. Donc ça, c'est la faute des patrons alors? Mais bien sûr qu'il y a des patrons voyous. Peut-être que ce modèle économique ne marche que comme ça aussi. Mais je crois pas, moi je crois pas. Et vous dites qu'il y a trop de normes dans le droit du travail, et en même temps vous dites que les patrons abusent du droit du travail. C'est des mauvaises normes. Non, c'est des mauvaises normes. J'ai dit tout à l'heure, non, vous pouvez réécouter ce que j'ai dit, il y a des bonnes normes, il y a des mauvaises normes. Et aujourd'hui, dans le droit du travail par la restauration, il y a beaucoup de mauvaises normes et il y a des droits qui ne sont pas assurés. Vous savez, par exemple, on parle des jours fériés. Dans la restauration, à part le 1er mai, les jours fériés ne sont pas payés. Est-ce que c'est normal? J'en suis pas sûr. Mais revenons sur les économies. Évidemment, baisser la contribution à l'Union européenne. Alors, ils vous ont écouté parce que ça va baisser. Ça va passer de 7,3 à 5,4 de mémoire. Mais on est encore déficitaire. Oui, non, mais c'est surtout que c'est une baisse de la hausse. Donc ça devait augmenter de 7. Donc on devait passer de 25 milliards à 32 milliards. 32 milliards qu'on donne à l'Union européenne. Donc baisser la contribution à l'Union européenne? Oui. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que c'était jamais possible. Ça fait 7 ans qu'on nous expliquait que baisser même d'1 centime la contribution à l'Union européenne, c'était le Frexit. Visiblement, c'est devenu possible. Donc encore, c'est quand même un mensonge qu'on a donné aux Français, que nos adversaires ont dit aux Français pendant des années. J'ai parlé de supprimer 2 échelons administratifs.
la suppression des normes inutiles, c'est entre 20 et 30 milliards d'euros. Et en plus, en créant de la richesse, évidemment. Oui, enfin, lutter contre un certain nombre de gros fromages. J'attends de voir lesquels. Vous dites vous-même que le code de l'immobilier. Regardez, par exemple, le code de l'immobilier. Moi, ce que j'entends quand j'entends les cadres du RN, c'est tout et son contraire en fait dans les propositions. Je vois pas en quoi j'ai dit le contraire, mais par exemple, le code de l'immobilier, il a grandi de 180% depuis Emmanuel Macron. Je n'ai pas l'impression que c'est favoriser la construction de qualité, bien au contraire. Donc vous voyez, il y a de très mauvaises normes. Monsieur est agriculteur, je pense qu'on peut très bien faire la différence entre des normes qui permettent d'assurer que, par exemple, qu'il n'y ait pas de bactéries dans l'alimentation, évidemment, on est tous pour, et des normes qui consistent à imposer de refaire 200 fois son étable ou 200 fois le lieu de comment dire, où il y a les vaches, et on n'a toujours pas compris ce que ça avait apporté ni aux vaches ni aux consommateurs. J'ai une dernière question très naïve. Monsieur Macron, en 2017, toute sa vision, c'était de dire on va libérer les énergies, tout à fait. Vous vous souvenez, on va faire moins de normes, etc. Avant lui, même Monsieur Hollande, il avait un ministère de la modernisation de l'État, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui avait la même vocation. Et avant lui encore, Monsieur Sarkozy avait la même vocation. Donc il y a 3 présidents de la République avec des couleurs politiques différentes qui ont échoué. Pourquoi vous allez réussir ? Parce que si vous voulez, malheureusement, on a confié le harem aux eunuques. Voilà, ce sont des gens qui ne sont pas courageux, qui sont lâches et qui sont la caricature d'eux-mêmes. Monsieur Macron, c'était entre le mauvais énarque et le banquier d'affaires, ce qui prouve que c'était un mauvais énarque et pas un serviteur de la nation. Voilà, malheureusement, les Français ont été trompés avec un homme qui prétendait libérer les énergies, qui était en fait la caricature de ce qu'est la France, c'est-à-dire la collusion des élites. On le voit encore aujourd'hui avec la nomination de Vallaud-Belkacem. J'étais sûr que vous alliez en parler. Alors, non, mais ce sont des gens... Attendez, sur ça, c'est intéressant parce que... C'est qui Macron? C'est quelqu'un dont toute la carrière, avant d'être élu président de la République, a consisté à vendre des entreprises françaises à des intérêts étrangers, à fermer des emplois pour faire du fric. C'était ça, Emmanuel Macron. Et c'est toujours ça. Je regrette que, malheureusement, la vérité ait mis un peu de temps à éclore sur ces vous venez de faire référence à l'arrivée de l'ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes. Alors vous dites, c'est quoi la République des copains? Parce que j'entends là les rêves. Bon, Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, a réagi. J'ai entendu. Il a dit que tout s'était fait dans les règles, d'une manière indépendante, qu'il était d'ailleurs sorti de la salle lorsqu'elle a été auditionnée, parce qu'on connaît sa proximité avec Najat Vallaud-Belkacem, ça a été sa collègue dans le même gouvernement. Donc est-ce que vous croyez à la probité de cette nomination? Pas du tout. Et cette espèce de cinéma qui consiste à dire que parce qu'on a quitté une salle pendant 5 minutes, les décisions qui ont été prises avant et les décisions qui seront prises après seront marquées par l'impartialité. Écoutez, c'est tellement une blague. Moi, j'ai assisté à des réunions où on dit oui, je me déporte, je quitte la salle. Mais vous croyez qu'une réunion, elle se découvre sur le moment? Quand vous faites une conférence de rédaction, vous n'avez pas parlé avant un peu des sujets de ce qui se passe? Tout ça est grotesque, voilà. Tout ça est scandaleux. Donc c'est une nomination de copinage? Mais Monsieur Moscovici a été dans le même gouvernement que Madame Vallaud-Belkacem, dans le même parti. Ils ont été... C'est même pas normal que ce soit imaginable qu'on puisse faire un truc pareil. C'est pas un concours. Et d'ailleurs, elle a menti. C'est la preuve qu'elle a bien quelque chose à se reprocher. Elle a dit, mais pas du tout, on me reproche de vouloir être nommé par le pouvoir ou par la Cour des comptes. J'ai passé un concours. C'est pas un concours. Non, c'est une audition. Il y a une vague audition. C'est une audition. Une audition, puis après vous êtes nommé, voilà. Et donc, il y a 250 dossiers, ils en reçoivent 25, on ne sait pas d'ailleurs comment ils sont classés, et puis après ils nomment des gens. Elle n'est pas compétente pour le poste? Non, pas du tout. Mais c'est pas la seule. Là où c'est vrai, c'est que Madame Belkacem ne doit pas non plus, être le bouc émissaire de ce dispositif. C'est un mauvais dispositif. Ce tour extérieur, ça fait des années qu'on essaie de le combattre. C'est un mauvais dispositif. Le tour extérieur, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui ne sont pas fonctionnaires? Exactement. Ou qui sont dans le cercle, mais si vous voulez, qui n'ont pas passé le concours. Pourquoi on a mis un concours dans la République? C'est pour lutter justement contre le népotisme, contre les abus, contre les petits arrangements, mais y compris involontaires. Parce qu'en fait, ces gens sont tellement dans le système qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils se rendent des services entre eux. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des institutions, c'est pour ça qu'il y a un état de droit, c'est pour ça qu'il y a des règles, c'est pour même protéger les gens contre leurs propres vices involontaires. On peut faire des erreurs de bonne foi. Donc il faut arrêter. Il y a un concours, il y a une épreuve, elle est anonyme, vous faites preuve de vos compétences, et vos compétences par écrit et vous sont pensez reconnues. Pas que l'épreuve, elle est aussi une forme de non-méritocratie où on est avantagé si on vient d'une famille qui est issue des mêmes milieux, etc. Vous pensez pas que le concours en soi est déjà un problème? Non, aucun système n'est parfait, vous avez raison. Mais moi, je viens d'une famille populaire, je dois tout au concours de la République quand ils existaient encore. Je suis un des derniers qui a passé le concours de Sciences Po. Ouais. Bah oui, excusez-moi madame. Je ne sais plus le concours. Vous êtes surtout un des derniers à y croire. Non, je crois pas. Je crois que depuis qu'on a supprimé le concours, je crois que c'est encore pire. C'est vrai que la République, depuis qu'elle est gérée par les gens qui viennent de Sciences Po, c'est quand même beaucoup mieux c'est quand même beaucoup mieux que du temps où c'était des résistants ou des maires ruraux qui avaient gravi les échelons là. Mais c'est lié. Vous trouvez que la France elle est mieux gérée aujourd'hui par les énarques que les élus de terrain?
Alors, moi, j'ai un vrai doute, moi, monsieur. Mais alors, J'ai un vrai doute sur le fait que. Tanguy, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait l'école de la vie. On nous donne 10 000 € à chacun, on revient dans un mois, on va voir entre nous deux lequel les aura fait fructifier le mieux. Je sais pas ce qui Voyez-vous, s'est c'est passé. parce que dans la vraie vie, on n'a pas attiré la balle réelle. Parce que vous nous expliquez que c'est les énarques qui vont nous sortir du bourbier. C'est les énarques qui nous urient. En même temps. Non, mais excusez-moi, monsieur, il n'y a absolument pas. Non, mais juste, monsieur Tanguy, vous ressemblez à monsieur Macron en 2017. Oui, bien sûr. En 2016. Je suis pas sûr que ce soit un compliment pour lui. Non, mais c'est vrai. Tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. Attendez, calmez-vous. Je n'ai jamais dit ça. Je défends un concours. Les concours, c'est pas que les énarques. Le concours, c'est les professeurs. Le concours, c'est plein de gens. Mais je vous ai remarqué quand même. Les professeurs, c'est les gens qui entrent à la Les professeurs, ce sont les gens qui entrent à l'école à 5 ans et qui en sortent à 65 ans sans avoir connu le monde réel. Ce que dit Didier Giraud, c'est que les énarques dirigent la France. Les énarques, c'est surréaliste. J'ai dit tout à l'heure que Macron, c'était un énarque qui avait tout trahi. Ah oui. Bon, j'ai jamais dit ça. Je vous dis que être jugé parce que vous avez révisé, vous avez passé un concours écrit anonyme, c'est le moins mauvais des systèmes. Et c'est pas que les énarques, ça concerne plein de monde. Et c'était la BAC. Excusez-moi, ça a été créé sous la Troisième République. C'était l'exemple que donnait monsieur. Justement, ça donnait sa chance. On est dans un système où on estime qu'on a sa chance, qu'on a fait Sciences Po. Vous prenez Pompidou, par exemple. Pompidou, il vient d'une famille rurale du Cantal, et il est grandi comme ça. Et il y a plein d'exemples. Clémenceau, pareil. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas que les concours dans la vie. J'ai jamais dit ça. Ne faites quand même pas dire ce que j'ai pas dit, surtout le contraire de ce que je pense.